Au milieu de la neige, un enfant offre un biscuit et une invitation, inattendue à une femme sans abri. Le geste innocent de la fillette déclenche une série de rencontres qui brisent les murs invisibles entre trois cœurs solitaires. Sans le savoir, ils entament un voyage de guérison où l'amour naît des choix et transforme les étrangers en famille. Par un matin froid de juin à Paris, le ciel gris semblait toucher les gratte-ciel du centre-ville. La bruine constante transformait les trottoirs en miroirs tremblants où se reflétaient les vies pressées des Parisiens. À la gare de l'Est, au milieu du va-et-vient de personnes emmitouflées, Manon, une fillette de 7 ans, observait d'un œil curieux une femme recroquevillée sur un banc. « Papa, cette dame a froid », dit Manon, tirant sur le manteau de Raphaël Dubois, un architecte de 38 ans qui consultait son téléphone portable en attendant le bus. Raphaël leva les yeux rapidement et vit qui sa fille désignait. Une jeune femme recroquevillée sous un manteau trop fin pour ce froid mordant. Elle avait les cheveux noirs en bataille et le visage caché entre les mains. Elle ne semblait rien demander à personne, juste essayer de survivre à ce matin glacial. « Ce n'est pas notre problème, ma fille », répondit Raphaël, reportant son attention sur son téléphone. « Manitimbe, notre bus arrive. » Mais Manon avait hérité de l'entêtement de sa mère. Avant que Raphaël ne s'en rende compte, la fillette s'était déjà approchée de la femme, tenant un paquet de biscuits en forme d'ourson qu'elle avait gardé de sa boîte à goûter. « Madame, vous voulez un ourson? Ils sont chauds parce qu'ils étaient dans ma poche, » dit Manon, tendant un biscuit. La femme leva le visage lentement, révélant des yeux bruns profonds qui semblaient porter le poids du monde. Un instant, un éclair de surprise illumina son visage. « Merci, petite, » répondit-elle d'une voix rauque, acceptant le biscuit avec des doigts tremblants. « Ça fait longtemps que personne ne m'a rien offert. » Raphaël arriva en hâte, prêt à réprimander sa fille, mais quelque chose dans la scène le retint. La femme n'avait rien demandé, n'avait pas essayé de s'approcher de Manon. Au contraire, elle semblait presque effrayée par le geste de gentillesse. « Papa, elle peut venir habiter avec nous? Elle ressemble à la princesse du livre que la maîtresse a lu mais sans couronne, » demanda Manon avec la spontanéité des enfants. La femme tenta de se lever, comme pour faire comprendre qu'elle n'avait rien demandé, mais ses jambes flanchèrent. Raphaël la rattrapa par réflexe, sentant à quel point elle était glacée et fragile. « Je vais bien, » murmura-t-elle, essayant de s'éloigner. « C'est juste le froid !» Mais ses yeux se sont révulsés et elle s'évanouit là dans la gare animée. Raphaël, pris de surprise et sa fille agrippée à sa jambe, ne vit pas d'autre alternative que d'appeler un taxi et d'emmener l'inconnu chez lui. C'était irresponsable, il le savait, mais quelque chose chez cette femme, peut-être la dignité avec laquelle elle avait tenté de refuser l'aide, l'empêchait de simplement la laisser là. L'appartement de Raphaël se trouvait au Marais, l'un de ses anciens immeubles, avec des balcons spacieux et de hauts plafonds. Il avait hérité le bien de ses parents et le maintenait avec le soin de celui qui préserve les souvenirs. Depuis que Gabrielle, sa femme, était partie après une longue maladie 3 ans auparavant, l'endroit semblait trop grand pour seulement lui et Manon. L'inconnu fut installé sur le canapé, près de la cheminée électrique. Manon courut chercher sa couverture préférée, ornée d'étoiles, et la posa sur elle. « Comment elle s'appelle, papa ?» demanda la petite fille, observant la femme endormie. « Je ne sais pas, ma fille. Nous allons attendre qu'elle se réveille pour lui demander. » Environ 1 heure plus tard, la femme ouvrit les yeux lentement. Confuse, elle regarda autour d'elle, essayant de comprendre où elle était. En voyant Raphaël assis dans le fauteuil voisin et Manon jouant sur le tapis, elle tenta de se lever brusquement. « Calmez-vous, » dit Raphaël. « Vous vous êtes évanoui à la gare. Je suis Raphaël et voici ma fille, Manon. Comment vous appelez-vous » Elle hésita, comme si elle cherchait à décider si elle devait dire la vérité. « Cécile, » répondit-elle finalement. « Oh, Cécile Moreau. »« Oh, Cécile, vous êtes en sécurité ici. Manon a insisté pour que nous vous ramenions. Et sincèrement, nous ne pouvions pas vous laisser dans cet état à la gare. » Manon s'approcha tenant une poupée de chiffon. « Cécile est un nom de princesse, » déclara la petite fille. « Tu veux voir mes dessins ?» Un sourire timide apparut sur le visage de Cécile. Le premier. Elle hocha la tête, et Manon courut chercher son carnet de dessins. « Vous n'êtes pas obligé, » dit Cécile à Raphaël quand la petite fille s'éloigna. « Dès que je me sentirai mieux, je partirai. Je ne veux pas déranger. Restez au moins jusqu'à ce que le temps s'améliore.
répondit-il. De plus, avez-vous remarqué que ma fille est têtue? Elle ne vous laissera pas partir si facilement. Cette nuit-là, Raphaël improvisa la chambre d'amis pour Cécile. Il lui offrit des vêtements propres qui avaient appartenu à sa femme. Un t-shirt et un pantalon de survêtement qui semblaient trop grands pour le corps fragile de Cécile. Pendant le dîner, une soupe de légumes que Raphaël avait préparée, Manon domina la conversation, racontant des histoires de l'école et demandant si Cécile savait dessiner des princesses. La femme, encore réservée, répondait avec peu de mots, mais ses yeux s'animaient quand la petite fille parlait. « Vous avez une fille merveilleuse », commenta Cécile, aidant à débarrasser la table après que Manon fut allée dormir. « Elle a le cœur pur. Parfois trop pur pour ce monde », répondit Raphaël avec un soupir. « Depuis que nous avons perdu ma femme, Manon voit le monde avec des yeux différents, toujours à la recherche du bien chez les gens. Je suis désolé pour votre perte, » dit Cécile, et il y avait une sincérité dans sa voix qui n'était pas là avant. « Et vous? Vous avez de la famille ?» demanda Raphaël, servant 2 tasses de thé. Le visage de Cécile s'assombrit. « Plus maintenant, » répondit-elle simplement. « Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. » Raphaël perçut qu'il avait touché un point sensible. « Désolé, je ne voulais pas être indiscret. »« Tout va bien, » dit-elle, tenant la tasse des 2 mains pour en absorber la chaleur. « C'est juste que... Cela fait longtemps que je n'ai pas parlé comme ça avec quelqu'un. » Quand Raphaël se réveilla le lendemain matin, il trouva la cuisine impeccablement propre et un mot sur la table. « Merci pour votre gentillesse. Je ne peux pas rester, Cécile. » Et il sentit une pointe de déception qui le surprit. Manon serait anéantie de découvrir que sa princesse était partie. Mais en ouvrant la porte de l'appartement pour chercher le journal, là était Cécile, assise dans le couloir, le visage entre les mains, comme si elle menait une bataille interne entre partir ou rester. « Le café est prêt, » dit Raphaël simplement. « Et Manon va se réveiller bientôt. Elle serait triste de ne pas pouvoir vous dire au revoir. » Cécile leva les yeux, emplie d'une gratitude silencieuse, et hocha la tête, le suivant de nouveau à l'intérieur. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que ce simple geste, revenir au lieu de disparaître, serait le premier pas d'un voyage qui transformerait leur vie pour toujours. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Les jours suivants se déroulèrent à un rythme prudent, comme si tous testaient le terrain d'une nouvelle réalité. Cécile restait réservée, parlant peu de son passé, mais sa présence se faisait déjà sentir dans la routine de l'appartement. Les matins commençaient avec le café qu'elle préparait silencieusement avant que tout le monde ne se lève. L'après-midi, elle aidait Manon avec ses devoirs pendant que Raphaël travaillait sur ses projets architecturaux dans le bureau improvisé du salon. Il était évident que Cécile possédait une éducation raffinée, sa posture, sa façon de parler, les références qu'elle laissait échapper occasionnellement. Un après-midi, alors qu'elle dessinait avec Manon à la table de la cuisine, la petite fille lui demanda de dessiner une robe de princesse. « Je veux une robe qui brille comme les étoiles de ma couverture », expliqua Manon avec enthousiasme. Avec quelques traits précis, Cécile créa un dessin qui fit s'écarquiller les yeux de la petite fille d'admiration. Ce n'était pas un simple croquis enfantin, mais un croquis digne d'un atelier de haute couture, avec des détails de tombées de tissu et de petites annotations sur les bords concernant les matériaux et les finitions. « Waouh! Vous dessinez comme les gens à la télévision !» s'exclama Manon fascinée. « Vous étiez artiste avant ?» Un sourire triste passa sur le visage de Cécile. « Je dessinais des vêtements, il y a longtemps. » Raphaël, qui passait par la cuisine à ce moment-là, s'arrêta pour observer le dessin. Impressionné, il demanda « Vous êtes styliste ?»« Ah, j'étais, » répondit Cécile, rangeant rapidement son crayon. « C'est dans une autre vie. » Cette même nuit, alors qu'il couchait Manon, Raphaël remarqua une forte fièvre chez sa fille. Inquiet, il appela le docteur Paul, le médecin de famille qui faisait des visites à domicile. Après avoir examiné Manon, le médecin diagnostiqua une forte grippe, mais traitable avec les médicaments appropriés. Avant de partir, le docteur Paul remarqua Cécile observant discrètement depuis l'entrée de la chambre. « Et vous, comment allez-vous? Vous semblez un peu abattue aussi. » commenta-t-il. « Je vais bien, » répondit Cécile rapidement, mais Raphaël perçut comme elle s'appuyait sur le montant de la porte, visiblement épuisée.
Docteur Paul, pourriez-vous examiner notre... Invité aussi. Elle était dans une situation assez précaire quand nous l'avons trouvée, demanda Raphaël. Cécile tenta de refuser, mais son corps la trahit quand un vertige la fit chanceler. Le médecin la conduisit jusqu'au canapé du salon et, après un bref examen, constata une déshydratation sévère et des signes d'épuisement. « Madame, vous avez besoin de soins aussi », affirma le médecin, prescrivant des vitamines et recommandant du repos. « Y a-t-il quelqu'un que nous puissions contacter? Un parent? Et personne n'a besoin de savoir si je suis vivante ou morte, » répondit Cécile à voix basse mais ferme. Le docteur Paul échangea un regard significatif avec Raphaël avant de se séparer. Quand ils furent seuls, Raphaël s'assit dans le fauteuil en face du canapé où Cécile reposait. « Vous n'avez pas à raconter ce que vous ne voulez pas, » commença-t-il. « Mais j'ai besoin de savoir si nous cachons quelqu'un recherché par la police ou quelque chose comme ça. » Un rire amer s'échappa des lèvres de Cécile. « Non, je ne fuis pas la loi. Je me fuis moi-même, peut-être. » Raphaël hocha la tête sans la presser. Le lendemain, en sortant pour la pharmacie, il acheta non seulement les médicaments prescrits, mais aussi un carnet de dessin professionnel et une trousse de crayons de couleur. Il posa les articles sur la table de chevet de la chambre d'amis avec un mot. « J'ai vu comme vos yeux brillaient en dessinant. Il est peut-être temps de recommencer. » Quand il revint plus tard, il trouva le carnet intact, mais le mot avait disparu. Avec Manon malade, Cécile assuma naturellement le rôle de soignante. Elle préparait des soupes faites maison, lisait des histoires et appliquait des compresses froides quand la fièvre montait. Raphaël observait, surpris, comme elle semblait savoir exactement quoi faire. « Vous avez le don avec les enfants, » commenta-t-il une nuit après que Manon fut finalement endormie. « Ma sœur cadette. » Elle avait l'âge de Manon quand... Cécile laissa la phrase en suspens. C'était la première fois qu'elle mentionnait sa famille. « Quand quoi ?» demanda Raphaël doucement. « Quand j'ai dû partir ?» compléta-t-elle, détournant le regard. « Certains choix nous suivent pour toujours. » La semaine suivante, Manon rétablie et de retour à l'école, Cécile commença à chercher du travail. Raphaël la trouva dans le salon, feuilletant les petites annonces du journal. « J'ai déjà trop abusé de votre gentillesse, » expliqua-t-elle. « Je dois trouver un emploi, un endroit où loger. Vous n'avez pas besoin de partir, » répondit Raphaël, se surprenant lui-même par la rapidité de sa réponse. « Je veux dire, Manon vous adore, et avoir quelqu'un pour m'aider avec elle pendant que je travaille a été un soulagement. Shorten, je ne peux pas accepter la charité indéfiniment. Maintenant, comme ce n'est pas de la charité, je vous propose un arrangement. Vous restez comme notre gouvernante. Vous vous occupez de la maison, de Manon après l'école, et en échange, vous avez le logement et un salaire juste. » Cécile hésita, ses doigts serrant les pages du journal. « Pourquoi me faites-vous tant confiance? Vous ne me connaissez même pas. »« J'en sais assez, » répondit-il. « J'ai vu comment vous prenez soin de Manon, comment vous respectez notre espace. De plus, » ajouta-t-il avec un sourire, « ma fille a un radar infaillible pour les bonnes personnes. » Après un moment de silence, Cécile hocha la tête. « J'accepte alors. Mais à une condition, quand j'aurai réussi à me relever complètement, nous réévaluerons cet accord. » Marché conclu. Les jours se transformèrent en semaines. Une routine confortable s'installa. Le matin, Cécile préparait le café et aidait à préparer Manon pour l'école. Ensuite, elle s'occupait de la maison et, pendant ses heures libres, commença à utiliser timidement le carnet de dessin que Raphaël lui avait donné. Raphaël la surprit quelquefois absorbée par ses croquis, des robes élégantes, des jupes aux tombées impossibles, des détails qui transformaient de simples pièces en œuvres d'art. Elle fermait toujours rapidement le carnet lorsqu'elle percevait sa présence. Une nuit, après que Manon fut endormie, Raphaël apporta 2 verres de vin sur le balcon où Cécile observait la ville illuminée. « Un toast à notre arrangement réussi », proposa-t-il lui tendant un verre. Cécile sourit. Ces sourires qui étaient encore rares, mais commençaient à apparaître plus fréquemment. « Au foyer que vous m'avez offert. »« Sinstin, puis-je poser une question personnelle ?» dit Raphaël après un moment. Elle hocha la tête, prudente. « Ces dessins, ils sont incroyables. Pourquoi avez-vous abandonné cette carrière ?» Le visage de Cécile s'assombrit. Ses doigts se touchèrent inconsciemment une petite cicatrice sur son avant-bras, un geste que Raphaël avait déjà remarqué auparavant. « Certains rêves nous sont volés, » répondit-elle simplement.
C'est quand nous essayons de les récupérer, nous finissons par perdre plus que nous n'imaginions. Je suis désolé, dit Raphaël, percevant qu'il avait touché une blessure encore ouverte. Tout va bien. Cela fait partie du passé maintenant. Mais tout n'allait pas bien et tous deux le savaient. Cette nuit-là, cependant, marqua le début d'une nouvelle intimité entre eux, non romantique, mais basée sur la confiance et le respect mutuel. Le week-end suivant, Raphaël proposa une promenade au jardin du Luxembourg. C'était l'une de ces rares journées d'hiver à Paris, avec un soleil tiède et un ciel exceptionnellement bleu. « Faisons un pique-nique comme avant », s'exclama Manon sautant de joie. Pendant que la petite fille courait sur la pelouse poursuivant des pigeons, Raphaël et Cécile s'assirent sur une nappe étendue à l'ombre d'un arbre. Ils observaient Manon dans un silence confortable. « Elle vous ressemble », commenta Cécile. « Elle a votre caractère déterminé. » Raphaël sourit. Le tempérament est entièrement celui de sa mère. Gabriel était têtu, comme une porte verrouillée. C'était la première fois qu'il mentionnait le nom de sa femme devant Cécile. « Elle vous manque beaucoup », observa Cécile. Ce n'était pas une question. Tous les jours. Non seulement à moi, mais surtout à Manon. Elle était très petite quand Gabriel est tombé malade. La maladie fut rapide, dévastatrice. Comment avez-vous continué? Un jour à la fois, répondit Raphaël observant sa fille. Trouvant de petites joies, créant de nouvelles routines, nous avons appris à porter l'absence. Cécile resta silencieuse, absorbant ses paroles. Puis, hésitante, elle posa sa main sur la sienne un bref instant. Vous êtes fort, plus fort que vous ne l'imaginez. Ce simple toucher, le premier contact physique volontaire qu'elle avait initié, envoya une vague de chaleur dans le bras de Raphaël. Il y avait quelque chose en elle, un mélange de fragilité et de force qui l'intriguait de plus en plus. Cette nuit-là, après être rentré de la promenade, et que Manon se fut endormie épuisée, Raphaël trouva Cécile dans la cuisine préparant un thé. « Merci pour cette journée, » dit-elle. « Cela faisait très longtemps que je ne me sentais pas faire partie de... quelque chose comme ça. »« Partie d'une famille ?» risqua Raphaël. Les yeux de Cécile se remplirent de larmes qu'elle tenta de dissimuler. « Oui, ça. » Raphaël s'approcha, touchant doucement son épaule. « Vous êtes en sécurité ici, Cécile. »« Avec nous. » Elle hocha la tête, incapable de parler. À ce moment-là, tous deux sentirent quelque chose changer entre eux, une porte s'ouvrant sur des possibilités qu'aucun des deux n'avait envisagées auparavant. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le passé de Cécile était sur le point de les rattraper, apportant des secrets qui menaceraient la fragile félicité qu'ils commençaient à construire. La semaine de la mode de Paris battait son plein, et la ville respirait la mode par tous les pores. Des panneaux d'affichage géants exhibaient les visages des mannequins du moment, et le buzz autour des nouvelles collections dominait les conversations dans les cafés, restaurants et réseaux sociaux. Le nom de Valentine Lacroix était à l'honneur, comme toujours, annonçant ce qui serait la collection la plus révolutionnaire de ces dernières années. Dans son petit atelier dans l'appartement de Raphaël, Cécile travaillait sur un projet qu'elle gardait secret. Ces dernières semaines, elle avait reçu plus de commandes, principalement grâce aux recommandations de la première cliente, des femmes qui cherchèrent des pièces racontant leurs propres histoires. Sans s'en rendre compte, elle était en train de créer une clientèle fidèle, et plus important encore, de récupérer sa confiance en tant que créatrice. Raphaël remarqua le changement. Cécile souriait davantage, parlait d'avenir, faisait des plans. Manon, de son côté, racontait à tout le monde que sa maman Cécile faisait les plus belles robes du monde. Un mercredi après-midi, alors que Cécile finalisait une broderie spéciale, la sonnette retentit. C'était Juliana, une journaliste de mode indépendante qui tenait un blog respecté dans le milieu. La cliente qui avait porté la robe créée par Cécile avait partagé des photos sur les réseaux sociaux, générant la curiosité sur la créatrice anonyme derrière la pièce. « Excusez-moi de débarquer sans prévenir », dit Juliana après les présentations. « Mais quand j'ai su que vous étiez Cécile Moreau, j'ai dû venir personnellement. » Cécile pâlit en entendant son nom complet, prononcé avec tant de reconnaissance. Elle n'avait utilisé que « Cécile » sur les étiquettes discrètes de ses créations récentes. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda-t-elle, tendue. « Les journalistes ont leur méthode. » Sourit Juliana. « Mais ne vous inquiétez pas, je suis venue en amie. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'histoire avec Valentine Lacroix. » Raphaël, qui suivait la conversation depuis la porte de l'atelier, remarqua le malaise de Cécile et intervint.
Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation dans le salon, suggéra-t-il. Je peux préparer un café. Une fois installée, Juliana alla directement au but. J'enquête sur Valentine depuis plus d'1 an, expliqua-t-elle. Vous n'êtes pas la seule designer à avoir disparu après avoir travaillé avec elle. Il y a un schéma, et je rassemble des preuves. Cécile tenait la tasse si fort que ses phalanges étaient blanches. Pourquoi m'avez-vous cherché maintenant? Parce que vos nouvelles créations attirent l'attention. Et parce que j'ai trouvé ceci. Juliana sortit une clé USB de son sac. Ce sont d'anciens emails entre Valentine et son ex-associé Marc-Antoine. Ils mentionnent explicitement le plan d'utiliser vos créations et ensuite de vous discréditer. Raphaël et Cécile échangèrent des regards stupéfaits. « Comment avez-vous obtenu cela ?» demanda Raphaël. Marc est ruiné et amer. Valentine l'a trahi aussi, finalement. Il voulait se venger et m'a contacté. Juliana se tourna vers Cécile. « Je prépare un article détaillé, mais j'avais besoin de votre témoignage pour compléter le tableau. » Cécile sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. D'un côté, c'était la justification dont elle avait rêvé pendant des années. De l'autre, cela signifiait revivre tout le traumatisme, s'exposer à nouveau au feu des projecteurs, risquer la paix qu'elle avait enfin trouvée. « J'ai besoin de réfléchir, » répondit-elle finalement. « Cela n'affecte pas seulement moi, mais des personnes que j'aime. » Juliana hocha la tête compréhensivement. « Je comprends. Mais sachez que cela pourrait être votre chance de récupérer non seulement votre réputation, mais votre identité en tant que créatrice. » Après le départ de la journaliste, Cécile et Raphaël discutèrent longuement. Il la soutenait dans toute décision, mais ne cachait pas son inquiétude quant à l'impact émotionnel qu'affronter publiquement Valentine pourrait avoir. « J'ai peur que cela n'ouvre des blessures qui commencent à cicatriser, » confessa-t-il. « Peut-être que certaines blessures doivent être rouvertes pour guérir correctement, » répondit Cécile, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Cette nuit-là, alors que Raphaël lisait des histoires à Manon pour l'endormir, Cécile prit la clé USB laissée par Juliana et la connecta à l'ordinateur. Les emails étaient explicites. Valentine et Marc discutaient ouvertement de la manière de neutraliser Cécile après avoir extrait le maximum de ses idées. Il y avait des mentions d'autres designers qui avaient subi le même processus. La lecture la laissa nauséeuse, mais étrangement fortifiée. Ce n'était pas de sa paranoïa. La conspiration avait été réelle. Quand Raphaël revint, il la trouva assise dans le noir, regardant par la fenêtre la ville illuminée. « J'ai lu les emails, » dit-elle sans se retourner. Ils avaient vraiment tout planifié. Raphaël s'approcha, posant les mains gentiment sur ses épaules. « Et maintenant ? » « Et maintenant, je dois décider qui je veux être à partir de maintenant. » Elle se tourna pour l'affronter. « Si je veux être quelqu'un qui se cache ou quelqu'un qui se bat. » Le lendemain matin, Cécile appela Juliana, acceptant de donner son témoignage, mais à une condition. Elle voulait du temps pour finaliser une petite collection qu'elle présenterait simultanément à la publication de l'article. Ce serait sa réponse artistique à tout ce qu'elle avait vécu. Les semaines suivantes furent intenses. Cécile travaillait inlassablement dans son atelier, créant ce qu'elle appela la collection Renaissance, 5 pièces qui représentaient son parcours du désespoir à l'espoir. Raphaël la soutenait dans tous les aspects, depuis l'aide pour les matériaux, jusqu'à s'occuper de Manon quand elle devait travailler tard. Juliana, de son côté, préparait le terrain. Son article était pratiquement prêt. Il ne manquait que les photos de la nouvelle collection de Cécile et son interview finale. La publication serait coordonnée avec un petit événement où les pièces seraient exposées. À mesure que le jour approchait, l'anxiété de Cécile grandissait. Une nuit particulièrement difficile, Raphaël la trouva assise sur le sol de l'atelier, entourée de tissus, le regard perdu. « Et si personne ne me croit, même avec les preuves ?» demanda-t-elle quand il s'assit à ses côtés. « Alors nous aurons fait ce qui est juste, quel que soit le résultat, » répondit Raphaël tenant sa main. « Mais je suis sûr que beaucoup croiront. La vérité a une façon de se faire entendre tôt ou tard. » Il hésita avant de continuer. « Il y a quelque chose que je voulais vous demander. » Cécile le regarda, curieuse. « Après que tout cela soit passé, envisageriez-vous de déménager définitivement ici? Non pas comme invitée ni comme gouvernante, mais comme... » Il respira profondément, comme partie de notre famille, officiellement. Les yeux de Cécile se remplirent de larmes. « Vous êtes sûre?
même avec tout ce désordre, avec mon passé compliqué. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie, répondit-il. Manon et moi vous voulons ici tous les jours. Nous voulons construire une vie avec vous. En réponse, Cécile l'embrassa profondément, un baiser qui portait non seulement de l'amour, mais aussi une promesse d'avenir. Le lendemain, alors qu'elle finalisait les derniers détails de sa collection, Cécile reçut un appel téléphonique inattendu. C'était sa sœur cadette, Louise, avec qui elle avait récemment repris contact. « Cécile, je viens de voir un aperçu de l'article de Juliana, » dit Louise agitée. « Valentine est furieuse. J'ai entendu dire qu'elle essayait de découvrir où vous êtes. » Un frisson parcourut l'échine de Cécile. « Comment ça, aperçu? L'article ne devrait pas être encore publié. Il semble que quelqu'un de l'équipe du blog lui ait fait fuiter des extraits. Soyez prudente, ma sœur. Préoccupée. » Cécile tenta de contacter Juliana, mais ne put la joindre. Elle décida de continuer son travail. Il ne restait qu'1 jour avant l'événement où elle présenterait sa collection et l'article serait publié simultanément. Cet après-midi-là, alors que Raphaël allait chercher Manon à l'école, la sonnette de l'appartement retentit. Pensant que c'était Juliana, Cécile ouvrit la porte sans vérifier. À sa surprise, elle se retrouva face à face avec Valentine Lacroix. « Alors c'est ici que vous vous cachez », dit Valentine avec un sourire froid. « Que touchant. La grande designer réduite à vivre au crochet d'un architecte. » Cécile sentit le sang se glacer dans ses veines, mais elle resta ferme. « Que voulez-vous, Valentine? Vous empêchez de commettre une erreur terrible, » répondit-elle, entrant dans l'appartement sans y être invitée. « Ce petit article que vous aidez à créer pourrait ruiner bien des vies, y compris la vôtre. Les seules vies qui seront ruinées sont celles des personnes qui ont bâti des carrières en volant le travail des autres. » rétorqua Cécile, trouvant un courage qu'elle ne se connaissait pas. Valentine rit un son sans humour. « Vous n'avez aucune idée du pouvoir que j'ai sur le marché. Je peux vous garantir que vous ne travaillerez plus jamais dans la mode en France, pas même à coudre des boutons dans une usine d'uniformes. Je n'ai plus peur de vous, » déclara Cécile, bien que son cœur battait la chamade. « J'ai des preuves, Valentine. Des emails entre vous et Marc, détaillant comment vous avez planifié de me détruire. » Une ombre d'inquiétude passa sur le visage parfait de Valentine. « Marc a toujours été un idiot sentimental. Mais je peux encore vous offrir quelque chose que vous désirez plus que la vengeance. Une réhabilitation. Revenez dans mon équipe. Signez un accord de confidentialité disant que tout n'était qu'un malentendu, et j'annoncerai personnellement que vous avez été ma collaboratrice tout ce temps. Ferez-vous m'offrir un partenariat en échange de mon silence? Je vous offre votre vie en retour, » sourit Valentine. « Pensez aux portes que je peux vous ouvrir. » Un instant, Cécile hésita. L'offre était tentante. Un chemin facile de retour au monde qu'elle aimait, sans scandale, sans exposition. Puis son regard tomba sur un dessin de Manon accroché au réfrigérateur, les 3 personnages se tenant la main, sa nouvelle famille. « J'ai déjà ma vie en retour, » répondit-elle avec fermeté. « Et ce n'est pas vous qui me l'avez donné. Ce sont des gens qui ont cru en moi quand moi-même j'avais cessé de croire. » Le visage de Valentine durcit. « Vous allez regretter cette décision. »« Non, Valentine. Mon seul regret a été de vous avoir fait confiance il y a des années. » À ce moment, la porte s'ouvrit. Raphaël et Manon entrèrent, s'arrêtant abruptement en percevant la tension dans le salon. « Tout va bien ici ?» demanda Raphaël, se plaçant protecteurement à côté de Cécile. « Parfaitement, » répondit Valentine, retrouvant sa contenance. « Je rendais juste une visite à mon ancienne protégée. » Elle se tourna vers Cécile, avec un dernier regard d'avertissement. « Pensez à mon offre. Vous avez jusqu'à demain. » Après son départ, Cécile s'effondra sur le canapé, tremblante. C'était elle. « La femme qui... » commença Raphaël. « Oui, » confirma Cécile. « Elle est venue me proposer un accord. Mon silence en échange d'une place dans son équipe. Et vous avez refusé. »« J'ai refusé, » confirma-t-elle, puis sourit tremblante. Et ce fut la décision la plus libératrice que j'ai jamais prise. Manon, sentant la tension, s'approcha et serra Cécile dans ses bras. Cette dame ressemblait à une sorcière de... « Conte, maman Cécile. » Cécile rit, soulageant la tension. « Parfois, les sorcières portent de beaux vêtements et de faux sourires, ma chérie. » Cette nuit-là, après avoir couché, Manon, Cécile et Raphaël discutèrent des prochaines étapes. La visite de Valentine confirmait que l'article faisait déjà des vagues,
même avant d'être publiés. Ils décidèrent de contacter Juliana immédiatement pour l'alerter de la situation. Le lendemain, tout était prêt pour l'événement. La petite galerie dans le quartier du Marais avait été préparée pour accueillir l'exposition de la collection Renaissance. Les 5 pièces étaient disposées sur des mannequins stratégiquement éclairés, accompagnés par des panneaux expliquant le parcours de chaque création. C'était une exposition de mode, mais aussi d'âme. Chaque robe racontait un chapitre de l'histoire de Cécile. 1 heure avant l'ouverture officielle, Juliana arriva accompagnée de quelques journalistes sélectionnés. Cécile, portant l'une de ses créations, une robe bleu marine avec des broderies qui symbolisaient un nouveau départ, se sentait étrangement calme. « Prête ?» demanda Raphaël tenant sa main. « Prête », répondit-elle, serrant ses doigts. L'événement commença précisément à 19 heures. Simultanément, le blog de Juliana publiait l'article complet, avec toutes les preuves contre Valentine et les témoignages d'autres designers lésés par elle. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « Justice pour Cécile » commençait déjà à prendre de l'ampleur. Les invités arrivaient en petits groupes, regardant avec curiosité les créations exposées. Beaucoup étaient des journalistes, des blogueurs et des influenceurs du monde de la mode. Certains reconnurent Cécile immédiatement. D'autres durent lire les plaques informatives pour comprendre qui était la femme qui souriait nerveusement au centre de la salle. Dans un coin, Manon observait tout avec des yeux écarquillés, tenant fermement la main de Raphaël. Pour elle, c'était simplement la nuit où le monde découvrirait que sa maman Cécile était la meilleure dessinatrice de robes de l'univers. À mesure que la nuit avançait, les réactions à l'article de Juliana commencèrent à arriver. Messages, appels, commentaires en ligne. L'histoire se répandait rapidement, générant indignation et soutien. Plusieurs personnes présentes à l'événement lisaient l'article sur leur téléphone portable, regardant Cécile avec des expressions qui allaient de la sympathie à l'admiration. À un certain moment, Juliana monta sur une petite estrade pour faire une annonce. « Merci à tous d'être venus ce soir. Nous sommes témoins non seulement du lancement d'une nouvelle collection, mais de la renaissance d'une artiste qui a refusé d'être réduite au silence. Cécile Moreau, pourriez-vous dire quelques mots ?» Cécile regarda Raphaël qui hocha la tête encourageamment. D'un pas ferme, elle se dirigea vers la plateforme. Elle regarda la petite foule et respira profondément. Pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre, croyant que mon rêve m'avait été volé. J'ai tout perdu. Ma carrière, ma confiance, mon foyer. Mais j'ai appris que certains rêves sont trop têtus pour mourir. Ses yeux rencontrèrent ceux de Manon et Raphaël. Et que parfois, nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Elle fit une pause, émue. Cette collection n'est pas seulement sur la mode. Elle est sur renaître de ses cendres, sur trouver la force quand on pense qu'il n'en reste plus. Et principalement, sur transformer la douleur en beauté. Quand elle termina son discours, la galerie explosa en applaudissements. Des gens s'approchaient voulant la connaître, poser des questions, exprimer leur soutien. Un représentant d'un important concept store montra de l'intérêt pour exposer ses pièces. Une éditrice de mode promit une interview pour la prochaine édition de son magazine. Au milieu du brouhaha, Raphaël s'approcha avec Manon. « Vous étiez magnifique », murmura-t-il l'embrassant doucement. « Je suis fière, maman Cécile », déclara Manon, serrant ses jambes dans ses bras. À ce moment, Cécile sut avec certitude qu'elle avait pris la bonne décision. Peu importait ce que Valentine tenterait de faire ensuite, peu importaient les défis qui viendraient encore. Elle avait récupéré sa voix, son art, et plus important, elle avait trouvé un amour que même le design le plus parfait ne pourrait capturer. L'événement dura tard dans la nuit. Quand les derniers invités partirent, Cécile, Raphaël et Manon, qui s'étaient endormis sur le canapé de la galerie, restèrent seuls, entourés des créations qui marquaient le début d'une nouvelle phase. « On rentre à la maison ?» demanda Raphaël, prenant Manon dans ses bras. « Maison. » Le mot n'avait jamais sonné si doux aux oreilles de Cécile. « Oui, » répondit-elle. « Rentrons à la maison. » 6 mois s'écoulèrent depuis l'exposition au Marais. La vie de Cécile s'était transformée de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'article de Juliana avait causé un véritable tremblement de terre dans le monde de la mode française. Valentine Lacroix, confrontée à des preuves irréfutables, tenta d'abord tout nier. Mais quand d'autres designers commencèrent à apparaître avec des histoires similaires, sa réputation s'effondra rapidement. Les grandes marques qui sponsorisaient Valentine rompirent leurs contrats. Les magazines qui la plaçaient sur des piédestaux
publiait maintenant des analyses critiques de son ascension, basées sur des travaux volés. L'empire qu'elle avait construit avec tant de soin commença à s'effondrer pierre par pierre. Pour Cécile, cependant, la vengeance n'apportait pas la satisfaction qu'elle avait imaginée. Il y avait une certaine tristesse de voir quelqu'un avec tant de talent. Parce que Valentine, malgré tout, était talentueuse, se détruire par avidité et insécurité. Mais cette tristesse était éclipsée par le sentiment de justice et surtout par la liberté de pouvoir suivre son propre chemin sans les ombres du passé. Et quel chemin ce fut? Après l'exposition, Cécile reçut diverses propositions. De magasins voulant vendre ses créations, de magazines demandant des interviews, même d'investisseurs intéressés à financer sa propre marque. Elle accepta certaines opportunités, refusa d'autres, suivant toujours son instinct nouvellement retrouvé. Avec l'aide de Raphaël, elle monta un atelier plus grand dans un local commercial près de l'appartement. Elle embaucha 2 assistantes, de jeunes designers talentueuses, qui, comme elle un jour, n'avaient besoin que d'une opportunité. Elle créa la marque Retalos, spécialisée dans les pièces personnalisées qui racontèrent des histoires à travers les tissus, les coupes et les broderies. La philosophie était simple, chaque pièce devait refléter le parcours unique de celle qui la porterait. Ce n'étaient pas seulement des robes, des chemisiers ou des jupes, c'étaient des manifestations de résilience, d'espoir et d'authenticité. Et le public répondit avec enthousiasme. Dans un monde de fast fashion et de tendances jetables, les créations durables et significatives de Cécile trouvèrent leur place. Mais tout n'était pas rose. Le succès apporta de nouveaux défis, notamment pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Certaines nuits, Cécile rentrait à la maison si épuisée qu'elle parvenait à peine à dîner avant de s'endormir. Raphaël, compréhensif, assumait plus de responsabilités avec Manon à ces moments-là. Une de ces nuits, après une journée particulièrement stressante à l'atelier, Cécile rentra pour trouver l'appartement silencieux. C'était étrange. Normalement, Manon la recevrait avec des câlins enthousiastes et des histoires interminables sur sa journée. « Raphaël ? Manon !» appela-t-elle, déposant son sac sur le canapé. Aucune réponse. Préoccupée, elle traversa l'appartement jusqu'à trouver un mot sur la table de la cuisine. « Suis les fleurs ». Intriguée, elle remarqua alors un chemin de pétales de rose qui commençait à l'entrée de la cuisine et se poursuivait dans le couloir. Suivant ce chemin, elle arriva jusqu'à la porte de son ancien atelier à domicile, maintenant transformé en bureau partagé avec Raphaël. En ouvrant la porte, elle resta sans voix. L'ambiance était décorée de petites lumières, de plus de fleurs et de photographies accrochées à une corde à linge improvisée. C'étaient des images d'elle, de Raphaël et de Manon des derniers mois, des moments de joie capturés sur papier. Au centre de la pièce, une petite table était dressée pour 3, avec des bougies, de belles assiettes et des verres en cristal. À côté, Raphaël et Manon souriaient nerveusement, vêtus de vêtements de fête. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Cécile émue. « Une célébration !» répondit Raphaël, s'approchant pour l'embrasser. Il y a exactement 1 an qu'une certaine petite fille têtue a offert un biscuit à une inconnue dans une gare routière. Manon courut pour la serrer dans ses bras. Ce fut le jour le plus chanceux de ma vie. Cécile s'agenouilla à la hauteur de la petite fille. Du mien aussi, petite. Du mien aussi. » Le dîner fut simple mais parfait. Le plat préféré de Cécile, préparé par Raphaël avec la supervision enthousiaste de Manon. Ils conversèrent, rirent, se remémorèrent les moments des 12 derniers mois, les difficultés, les victoires, les transformations. Après le dessert, quand Manon était distraite avec son pudding au chocolat, Raphaël sortit quelque chose de sa poche. Ce n'était pas une boîte à bijoux comme Cécile s'y attendait, mais un petit tissu plié. « Reconnaissez-vous ceci ?» demanda-t-il. Cécile déplia le tissu soigneusement. C'était un foulard usé, avec de petites taches que le temps n'avait pas réussi à enlever. Ses yeux se remplirent de larmes en le reconnaissant. « C'est le foulard que j'ai utilisé pour couvrir Manon, ce premier jour quand elle avait froid à la gare, » murmura-t-elle. « Je l'ai gardé tous ces mois, » expliqua Raphaël. « Pour moi, il représente le moment où notre histoire a vraiment commencé, quand vous, même n'ayant presque rien, avez donné ce que vous pouviez pour prendre soin de quelqu'un que vous ne connaissiez même pas. » Il prit ses mains entre les siennes. « Cécile, je ne suis pas un homme de grands gestes ou de mots poétiques. Je suis juste un architecte qui croit en la construction de choses durables. Et je veux construire une vie avec vous, brique par brique, jour après jour. « Tu vas te marier avec nous, maman Cécile ?» interrompit Manon,
incapable de contenir sa joie. Apparemment, elle était au courant du plan. Cécile regarda les deux, l'homme qui l'aimait malgré toutes ses fractures et la petite fille qui avait perçu sa valeur quand elle-même n'y parvenait pas. Sa famille, non par le sang, mais par choix. Oui, répondit-elle simplement. 1000 fois oui. Raphaël tira alors une petite boîte de l'autre poche. À l'intérieur, un anneau délicat avec une pierre bleue. Pas un diamant ostentatoire, mais une aigue marine qui rappelait la couleur des yeux de Cécile quand elle souriait. J'ai beaucoup réfléchi au type d'anneau à choisir, expliqua-t-il en glissant le bijou à son doigt. Je voulais quelque chose qui vous représente, non le passé ni l'avenir, mais qui vous êtes maintenant. Forte, unique, radieuse. Cécile admira l'anneau, émerveillée non pas tant par la beauté du bijou, mais par le symbolisme qu'il portait. C'était un engagement, oui, mais aussi une célébration de son parcours. Manon sauta de sa chaise, ne parvenant plus à contenir sa joie. Cela signifie que je vais être demoiselle d'honneur. Je peux porter une robe dessinée par toi. Ah, bien sûr que oui, rit Cécile, la serrant dans ses bras. La plus belle que j'ai jamais créée. Cette nuit-là marqua le début de la planification de ce qui serait non seulement une cérémonie, mais une véritable célébration de nouveau départ. Ils décidèrent d'un événement intime, avec seulement des amis proches et la famille. La date fut fixée à 3 mois, suffisamment de temps pour les préparatifs, mais pas tant que cela ne paraisse une éternité. Les semaines suivantes furent mouvementées, mais d'une manière différente. À l'atelier, Cécile délégua plus de responsabilités à ses assistantes pour pouvoir se consacrer à sa robe de mariée, un projet spécial qu'elle gardait secret, y travaillant uniquement pendant ses heures libres. La robe devenait son chef-d'œuvre, non par sa complexité technique, mais par la signification de chaque détail. Le tissu de base était un satin ivoire, sur lequel elle brodait de petits éléments qui racontaient son histoire. Une gare routière stylisée sur le poignet, une maison accueillante sur l'ourlet, un ours en peluche près du cœur, représentant Manon. Un dimanche après-midi, alors qu'elle travaillait sur les derniers détails de la robe, Cécile reçut une visite inattendue dans son atelier. C'était Louise, sa sœur, qui avait récemment déménagé à Paris. « Je suis venue voir si ma sœur célèbre a besoin d'aide pour les préparatifs », plaisanta Louise l'embrassant. « Célèbre est exagéré. » Rit Cécile. « Mais je suis heureuse que tu sois venue. J'ai vraiment besoin d'un avis sincère sur la robe. » En voyant la pièce presque finalisée, Louise resta sans voix. Ce n'était pas seulement la beauté de la robe qui l'impressionnait, mais l'histoire visible dans chaque point, dans chaque choix de design. « C'est comme si tu avais cousu ton âme dedans », commenta-t-elle finalement. « D'une certaine manière, oui, » concéda Cécile. « Chaque partie représente quelque chose d'important. Regarde ici, désigna-t-elle un détail à la taille. Ce sont les initiales de tous ceux qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici. Raphaël et Manon, bien sûr, mais aussi le docteur Paul, Juliana, toi. Et cet espace vide ?» demanda Louise, notant une zone encore non travaillée près du décolleté. Cécile sourit mystérieusement. « C'est pour l'avenir. Je le remplirai après la cérémonie, avec quelque chose qui représentera le nouveau chapitre. » Les deux sœurs passèrent l'après-midi ensemble, se remémorant des histoires d'enfance, se mettant à jour sur la vie l'une de l'autre, reconstruisant une relation qui avait été fragilisée par les années de séparation. Quand Louise finit par prendre congé, Cécile perçut qu'une autre pièce du puzzle de sa vie avait trouvé sa place. 3 semaines avant le mariage, Raphaël surprit Cécile avec une autre nouvelle. Il avait acheté un terrain aux alentours de Paris, dans une zone boisée et tranquille. « Ce n'est pas très grand, » expliqua-t-il en montrant les photos, « mais il y a suffisamment d'espace pour une maison confortable, un jardin où Manon peut jouer et... » Il hésita, semblant nerveux pour la première fois. « Un atelier plus grand pour vous. »« Un atelier. Dans notre maison, j'ai pensé que vous aimeriez travailler de la maison parfois, surtout quand... » Il se racla la gorge. « Si un jour nous décidons d'agrandir notre famille. » Cécile sentit son cœur s'accélérer à cette perspective. Une maison à elle, un espace pour créer la possibilité d'avoir plus d'enfants à l'avenir. C'était plus que ce qu'elle n'avait jamais rêvé. « Vous avez déjà commencé à dessiner ?» demanda-t-elle, connaissant la passion de Raphaël pour les projets résidentiels. Il sourit, soulagé par sa réaction positive. « J'ai quelques croquis. Je voulais que vous participiez au processus. Après tout, ce sera notre foyer. »« Un autre foyer », répéta-t-elle, savourant les mots. « J'ai hâte de voir vos dessins. »
Le jour du mariage, le temps à Paris était parfait. Ciel bleu, température douce, une brise légère qui semblait bénir l'occasion. La cérémonie aurait lieu dans le jardin d'une petite auberge, aux alentours de la ville, avec vue sur une zone de forêt préservée. Dans la chambre réservée à la mariée, Cécile était aidée par Louise et par la mère de Raphaël, Madame Bérénice, qui l'avait accueillie comme une fille dès la première rencontre. La robe, enfin achevée, était encore plus impressionnante une fois portée, non par son opulence, mais par son élégance discrète et significative. « Nerveuse ?» demanda Madame Bérénice, ajustant le voile court. « Étrangement, non, » répondit Cécile avec sérénité. « Je me sens comme si j'arrivais enfin à la maison, après un long voyage. » Un léger coup à la porte interrompit la conversation. C'était Manon, éblouissante dans sa robe de demoiselle d'honneur, également dessinée par Cécile dans un ton de bleu qui s'accordait avec la bague de fiançailles. « Je peux entrer ? Papa a dit de ne pas déranger, mais j'avais besoin de te voir avant. » Expliqua la petite fille. « Tu ne déranges jamais, petite. » Et sourit Cécile, ouvrant les bras. « Viens ici. » Manon courut dans ses bras, prenant soin de ne pas froisser les robes. « Tu ressembles à une reine, » murmura la petite fille à son oreille. « Et toi, ma princesse, tu es absolument parfaite, » répondit Cécile, émue. Quand le moment arriva, ce fut le docteur Paul qui la conduisit jusqu'à l'hôtel improvisé dans le jardin. Le médecin qui l'avait soignée cette première nuit était devenu un ami proche de la famille, et Cécile ne pouvait imaginer personne de plus approprié pour ce rôle. Raphaël l'attendait sous une arche de fleurs sauvages, avec Manon à ses côtés. Son regard, en la voyant approcher, contenait tout l'amour du monde, non seulement de l'admiration pour sa beauté physique, mais une reconnaissance profonde du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. La cérémonie fut simple et émouvante. Ils échangèrent des vœux écrits par eux-mêmes, des promesses qui parlaient non pas de perfection, mais d'engagement quotidien, de choix constants, d'amour construit avec de petits gestes. « Je promets d'être votre port sûr, » dit Raphaël, « comme vous l'avez été pour moi sans même vous en rendre compte. Je promets de construire avec vous, jour après jour, le foyer dont nous avons toujours rêvé, » répondit Cécile, non seulement avec des murs et des plafonds, mais avec compréhension et vérité. Quand Manon fut invitée à participer, la petite fille surprit tout le monde avec sa propre promesse. « Je promets de partager mes jouets et de ne pas me plaindre à l'heure du coucher. » Commença-t-elle, arrachant des sourires, puis sa voix devint plus sérieuse. « Et je promets de t'aimer pour toujours, maman Cécile, parce que tu m'as appris que les familles peuvent être cousues avec amour, comme tes plus belles robes. » Il n'y avait pas un œil sec parmi les invités après les mots de l'enfant. La fête qui suivit fut joyeuse et décontractée, exactement comme il l'avait planifié. Amis, famille et collègues célébrèrent non seulement l'union officielle du couple, mais l'extraordinaire histoire de dépassement et de renaissance dont ils avaient été témoins. Pendant la réception, Juliana s'approcha de Cécile avec l'expression de quelqu'un qui garde une surprise. « J'ai un cadeau pour vous », dit la journaliste, lui tendant une enveloppe, ou plutôt une nouvelle. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait l'impression d'un email. C'était un message d'une importante école de mode de Paris, invitant Cécile à donner des cours de design en tant que professeur invité. « Ils ont été impressionnés par votre histoire et votre approche unique du design, » expliqua Juliana. « Ils pensent que vous avez beaucoup à enseigner aux jeunes stylistes. » Cécile resta sans mots. Enseigner était quelque chose qu'elle n'avait jamais sérieusement envisagé, mais qui semblait maintenant une extension naturelle de son parcours. Partager non seulement des techniques, mais des valeurs, la résilience, l'éthique professionnelle. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Continua Juliana. C'est juste une graine que j'ai plantée. Pensez-y après la lune de miel. La lune de miel. 3 semaines sur la Côte d'Azur, loin de l'agitation de Paris. Juste tous les 3, parce que bien sûr Manon irait aussi. C'était un voyage qui symbolisait le début officiel de leur vie en tant que famille, bien que dans leur cœur cette famille existait déjà depuis longtemps. La fête se prolongea dans la nuit, avec de la musique, de la danse et des célébrations. À un certain moment, Cécile s'éloigna un peu, observant de loin Raphaël et Manon dansant ensemble, riant d'une blague particulière. Le docteur Paul s'approcha, lui offrant une coupe de champagne. « Pensive ?» demanda-t-il. « Reconnaissante, corrigea-t-elle. En les regardant là, je pense à quel point j'ai failli ne jamais les connaître.
Si Manon n'avait pas insisté pour m'aider ce jour-là. Les enfants ont une sagesse que nous perdons souvent avec l'âge, commenta le médecin. Mais ils voient des personnes, pas des circonstances. Cécile hocha la tête, pensive. Vous savez ce qui m'impressionne le plus? Comment les moments les plus sombres de ma vie m'ont mené à la plus grande lumière que j'ai jamais connue. Si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais rien, pas même les jours les plus difficiles dans les rues. Parce que ce sont ces jours qui vous ont amené jusqu'ici, compléta le médecin. Exactement. Raphaël s'approcha alors, essoufflé de la danse avec Manon. Puis-je voler ma femme pour une danse? Demanda-t-il au médecin. Tout à vous. Sourit le docteur Paul, s'éloignant. Sur la piste de danse, sous des lumières douces et au son d'une musique romantique, Raphaël tira Cécile près de lui. « Heureuse ?» demanda-t-il. « Plus que je n'aurais jamais imaginé possible. » Elle répondit-elle, reposant sa tête sur son épaule. « Savez-vous ce que Manon m'a dit tout à l'heure ?» commenta Raphaël. « Que quand elle sera grande, elle veut créer des vêtements qui racontent des histoires comme vous. » Cécile sourit, émue. « Elle peut être ce qu'elle veut. Nous serons à ses côtés à chaque étape. Comme une vraie famille, » compléta Raphaël. « La plus vraie de toutes, » concéda Cécile. Cette nuit-là, bien après la fin de la fête, et que Manon se fut endormie épuisée dans sa chambre, Cécile acheva la broderie de sa robe de mariée. Dans l'espace qu'elle avait laissé vide près du cœur, elle broda 3 petites figures se tenant la main. Un homme, une femme et un enfant. Ce n'étaient pas de simples symboles, mais la représentation d'un nouveau chapitre qui n'était pas la fin de l'histoire, mais seulement le début d'un voyage, qui promettait d'être plus beau et plus significatif que n'importe quelle création qu'elle pourrait concevoir. Rangeant soigneusement la robe, maintenant complète, Cécile réfléchit au chemin qui l'avait menée là, d'une jeune designer trahie à une femme sans abri, désespérée, d'une invitée temporaire à une figure maternelle et une épouse aimée, de victime des circonstances à la protagoniste de sa propre histoire. Chaque phase avait ajouté un morceau au tissu complexe de son identité, et ces morceaux, cousus avec des larmes, des rires, de la peur et de l'espoir, avaient créé le plus beau de tous les motifs, celui d'une vie vécue avec authenticité, courage et par-dessus tout amour. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Cécile, Raphaël et Manon a touché vos cœurs. Pour poursuivre ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la ici en cliquant à votre gauche. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires.